Si ça, c'est pas du dévouement, mesdames, messieurs, je sais pas ce que c'est, là. On a bravé la tempête, Johan et moi, pour venir en studio, vous enregistrer ce podcast. Ben oui, on est jeudi, là, en pleine tempête de neige. C'est beau dehors. Moi, j'ai pris les transports en commun. Toi, t'es obligé de prendre ta voiture. Ouais, j'ai pris ma voiture. T'as survécu, là. Ouais, j'ai survécu. Je me suis pris à l'avance un petit peu. J'ai pris un petit café en regardant la neige tomber, là. J'ai même vu que t'as posté sur les médias sociaux là, tes péripéties. Là, pour t'as vu quelques... J'ai croisé un déneigeur puis une remorqueuse qui était dans le champ. Fait que je me suis dit, ouf, ça va moins bien un petit peu, là. Ça vous donne une idée. Mais là, bon, nous, on est habitués, là. On est né au Québec, on a grandi ici. On va aller voir un ami français. On a un ami français au bout du fil, voir comment il gère encore les tempêtes de neige. Lucas Sonac, de l'Arena MMA. Comment ça va, Lucas? Salut, ça va très bien et toi? Ça va, mais là, ça fait plusieurs années que tu es au Québec. Bon, t'en as vu d'autres, mais celle-là d'aujourd'hui, c'est quand même une solide, là? Ou... Celle d'aujourd'hui, elle est solide. Je vous parle en ce moment de Saint-Hyacinthe. Je suis censé rentrer à Montréal ce soir. Si jamais vous avez plus de nouvelles de moi, sachez que je pars en paix. Ça va. Ah, ok, c'est bon. Mais là, sois prudent. Non, on va pas te souhaiter de malheur quand même. Sois prudent. Bon, t'es pas là pour parler de la météo. On n'est pas là non plus pour parler de la météo. Lucas, t'as eu des grosses primeurs, des grosses nouvelles concernant l'UFC 315 potentiellement à Montréal. Et Samouraï MMA aussi. Ça va être un gros week-end de festivités, le week-end du 9-10 mai. D'abord, Cyril Gane. Le suspense, là, on va y aller rapidement, mais Cyril Gane, on va le voir à Montréal peut-être au 315? Alors, c'est sûr que normalement, faut dévoiler ses sources quand on annonce une nouvelle, mais là, je peux pas dévoiler mes sources, mais sachez qu'elles sont très sérieuses et qu'on devrait très probablement voir Cyril Gane à Montréal contre Tom Aspinall. Oh, attention! On va continuer de jaser de ça dans 30 secondes, mais... Je vous souhaite à tous la bienvenue à cet autre épisode du SOS Podcast. Merci d'être là. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Oh là là, quel tease! Wow! Grosse nouvelle. Cyril Gane contre Tom Aspinall. Jouons-le au conditionnel. Lucas est toujours là au bout de la ligne, mais Johan, première réaction, là, potentiellement Cyril Gane contre Tom Aspinall au Centre Bell le 10 mai. Wow! C'est un combat que plusieurs fans voulaient voir. Je pense 2 des poids lourds les plus mobiles de l'UFC. Très mobile, jeu de pied incroyable des 2 combattants. Donc, combat spectaculaire en vue. Lucas, des détails. Comment tu as pu obtenir cette nouvelle-là, sans dévoiler tes sources, bien sûr, mais aussi quel impact ça peut avoir chez les lourds? Parce que, est-ce qu'on a parlé de ceinture? Est-ce qu'on a parlé de John Jones dans tes conversations avec différentes personnes? Là? Non, le contact a été très bref. Juste le temps de me passer un petit papier avec l'information écrite dessus. OK. Non, mais plus sérieusement, j'en sais pas plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que ce sera pour une ceinture intérimaire? Je pense que je sais pas, sûrement. Mais ce que je remarque, c'est les réactions, sur Twitter notamment. Et beaucoup vendent la peau du français. Très rapidement, je trouve. OK, qu'il n'y aurait pas de chance? Que Gane n'aurait pas de chance contre... Exact. Comme Johan a dit, je veux dire, je pense qu'Aspinall va être le favori après ce qu'il a fait à ses dernières sorties. De dire que Cyril Gane n'a aucune chance. Est-ce que Tom Aspinall est un bon lutteur? Parce que c'est sûr que ce qu'on a vu Cyril Gane contre John Jones quand c'est allé au sol, ça n'a pas été facile, les gros trous dans son jeu, mais... Personnellement, je pense que Cyril Gane était battu d'avance contre John Jones. La notoriété, ce que John Jones amène comme aura dans la cage, c'est incroyable. Au niveau du combat debout, Cyril Gane, un des meilleurs combattants sur ses pieds, là. Faut pas l'oublier, là. Cyril Gane a un des meilleurs combattants, surtout chez les poids lourds. Donc, Tom Aspinall, on le sait, il a un bon 1-2, un bon jab direct, il cogne fort, il cogne solide. Mais ça va être tout un combat, là. Je vends pas la peau de Cyril Gane dans ce combat-là, pas du tout, là. Toi, vous avez bien raison de ne pas la vendre parce que tout est possible. Et puis surtout que pour Cyril Gane, ça va être comme un retour aux sources. Lui qui a fait ses 3 premiers combats professionnels au Québec et qui sont d'ailleurs ses 3 seuls combats hors UFC finalement parce que juste après, il a signé à l'UFC.
Avec TKO, effectivement. Oui, c'est ça, un retour aux sources. Et là, je regarde qu'est-ce qu'il a fait depuis John Jones. C'est ça que je cherchais sur mon téléphone. Il s'est battu contre Volkov à son dernier combat, Cyril Gane. Ouais. Victoire controversée un petit peu, oui. Par contre, ça reste une victoire. Volkov, qui est un géant chez les poids lourds, une grande portée, un bon combattant, un des meilleurs combattants qu'on a encore au niveau du combat debout. Grosse carrière au niveau du kickboxing, en MMA aussi. Donc, tu sais, Cyril Gane là, a dû faire ses ajustements. Comme tu l'as mentionné, Lucas, après seulement 3 combats professionnels, a fait le saut à l'UFC, est allé se battre contre les meilleurs dans le monde assez rapidement, a fait sa marque, a fait son chemin. Peut-être pas un chemin parfait comme on s'attendait, mais il fait partie des meilleurs dans le monde. En tout cas, Lucas, j'espère, bon, comme tu dis... Il peut se passer beaucoup de choses aussi là, d'ici le mois de mai. Si c'est réellement dans les plans de l'UFC, en tout cas, moi, j'achète assurément. Attendons de voir des confirmations officielles et tout ça, et peut-être plus de détails, parce que c'est ça. Il reste un gros flou. John Jones, avec son aura et avec le fait qu'il peut décider un petit peu ce qu'il veut faire, ça crée beaucoup d'incertitudes chez les lourds. Donc, c'est un peu difficile aussi là, de créer et de mettre sur pied des gros combats comme ça. Là. J'ai l'impression que John Jones veut plus vraiment se battre. Hein. Dis-moi. Il a dit qu'il voulait se battre. C'est parce qu'il a dit qu'il voulait pas se battre contre Aspinall. Donc, et Aspinall est clairement l'aspirant numéro 1. Donc, si l'UFC est prêt à se revirer de bord puis dire bon ben Aspinall Jones, ça se fera pas. Faut qu'on trouve un plan B. Je veux dire, faut qu'il y ait des ceintures en jeu aussi à quelque part. Puis est-ce qu'on va retirer la ceinture de John Jones? Bref. Une chose est certaine, c'est que Cyril Gane à Montréal va amener beaucoup de foule. Comme on l'a mentionné là, avec TKO, c'est un des favoris ici au Québec, là, Cyril Gane, et au Canada aussi. Clairement, ce combat-là peut être un événement principal. Ça peut être le main event de la carte, sans aucun problème. Absolument, absolument. Ce serait même un bon coup de la part de l'UFC, je pense, marketingment parlant, à l'heure où, au Québec, au Canada, on n'a plus d'énormes vendeurs. De méga stars, pourrait faire office de grands vendeurs locaux, entre guillemets. Certainement. Donc, John Jones est champion. Je regarde les classements. Le Tom Aspinall est premier aspirant et même champion intérimaire. Et Cyril Gane est tout de suite après. Parce que, oui, il a battu Volkov par décision partagée, mais il est revenu après avec un KO contre Sergei Pavlovich. Donc, on a retrouvé du poil la bête. OK, autre nouvelle, Lucas, que tu nous as dévoilé grâce à l'Arena MMA plus tôt cette semaine. La veille de l'UFC 315 à Montréal, donc le 9, le vendredi, Samouraï MMA va tenir son chapitre 14, hein? Exactement, donc ça va être un gros événement. Bien sûr, tout le monde s'attend à voir Dana White avec son fameux Looking for a Fight qu'il fait souvent quand il y a des événements à l'extérieur. Donc il l'avait fait notamment quand il était venu à Toronto dans une autre organisation. Là, on espère qu'il va le faire à Samouraï. Après, avec Dana White, c'est un homme d'affaires et rien n'est jamais sûr. Mais je pense que ça va apporter une énorme lumière à Samouraï MMA. Et puis là, on va avoir beaucoup de combattants qui vont désirer se battre sur cette carte. Et je pense qu'à ta droite, il y en a peut-être un qui voudrait se battre le 9 mai sur cette carte. Ça, c'est certain. Moi, mon objectif, c'est d'être le plus possible actif. Après une grosse victoire dans 3 semaines le 7 mars, certainement, ça pourrait être une possibilité. Ce serait mars, 2 mois d'écart, ce serait pas... dépendamment comment ça se passe en mars. Exactement, tout dépendamment de comment ça se passe en mars, mais oui, ça pourrait être une option. Tu l'as déjà impressionné une fois, Dana White, à Contender. Pourquoi pas l'impressionner une autre fois à Samouraï MMA? Ça serait une belle porte d'entrée pour moi. J'ai gagné mon dernier combat de manière convaincante. Puis, allant chercher 2-3 autres victoires consécutives, je suis certain que l'UFC me donnerait ma deuxième chance. Ça va être, en tout cas, Lucas, un gros week-end pour les amateurs de sport de combat. Là. Ça va être un festival, là, je veux dire. Samouraï, c'est des événements à pas manquer. Samouraï le vendredi et l'UFC le samedi. Ouais, vas-y. On a aussi les conférences de presse qui s'ajoutent à ça, qui vont être spectaculaires, autant celles de Samouraï que celles de l'UFC. Donc là, on aura 3 jours intenses. Ah, OK, il nous reste une petite minute avec toi, Lucas, avant de te laisser partir. Parle-nous de tes différents projets. Là. Ton show sur Native TV, ton talk show MMA, ça revient? Ça revient pour une saison 2, cette fois-ci accompagné de Charles Jourdain. Donc à partir du 10 mars, on va être en direct tous les lundis soirs sur Native TV, leur chaîne YouTube et la chaîne télé. Donc ça, je suis très content. Le but, c'est toujours de mettre en avant, bien sûr, le MMA local. Également, je me suis lancé dans le management. Donc ça, c'est tout nouveau pour moi. Avec BA Management, on a quand même 10 artistes. Mais c'est des artistes. On a 10 combattants. Des artistes de l'octogone. Exactement, dans notre roster. Autant des confirmés comme Tommy Morrison,
autant d'autres qui débutent. On a aussi signé Maxime Côté, pour qui j'ai énormément d'espoir de voir son retour. Lui qui était annoncé comme la future star, qui a perdu son premier combat. Et donc, tu sais, dans le MMA, ça va très vite. Hein. Un jour, t'es la future star. Une défaite, ça y est, en fait, t'es nul. C'est crève-cœur. Donc, on a hâte de changer ça. Mais c'est un aspect, je pense, qu'on parle pas beaucoup, mais et ça doit pas être facile non plus pour les combattants de le vivre, ça. Cette culture de l'instant qu'ont les fans. Oh, exact, effectivement. Et c'est ça peut dérailler assez rapidement. Puis en terminant, tu poursuis l'Arena MMA, là, ton média numérique consacré aux arts martiaux mixtes. T'es devenu une référence. Absolument. Autant ici qu'en France. Là, ça va bien, les choses. Ben, j'essaie de me concentrer 100% sur le Québec parce qu'en France, il y a beaucoup de médias qui le font déjà. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de mettre en avant le MMA au Québec. Donc, c'est sûr que la France, ils aiment ça quand on parle de Cyril Gane, par exemple. Mais je me concentre sur ici. Et ça va bien. On essaye d'avoir pas de langue de bois. Parce que dans le MMA, j'ai l'impression que dans le milieu du MMA, notamment francophone, on essaye d'être gentil et de pas forcément toujours dire les choses. Contrairement au hockey, par exemple, je disais, quand tu regardes un match de hockey, quand je connais pas les noms, mais quand Pacioretty, non, il est plus à mourir. Nick Suzuki. Quand Suzuki va faire une mauvaise performance, on va le dire, tu vois. Alors que c'est plus touché. Ah, ok. Ben, c'est bon parce que là, tu vas avoir un bon. Mick Dufort a fait tout un travail avec toi à Natif TV, mais là, tu vas avoir Charles Jourdain. Charles, pas la langue de bois. La langue de bois et pas Charles, la langue de ça gêne pas d'exprimer ce qu'il ressent d'habitude. Là. Non, exact. Il va peut-être falloir que tu le retiennes même des fois. Là. On va peut-être être viral une fois ou deux. Ouais, c'est ça. Hey, Lucas, merci d'avoir accepté à la dernière minute mon invitation. Je voulais absolument te parler parce que félicitations pour ces exclusivités, mon ami. Et t'es toujours le bienvenu au podcast. Merci beaucoup, merci à vous et on se voit bientôt. Salut Lucas, à bientôt. Salut Lucas. Salut. Alors Lucas Sonac de l'Arena MMA, si vous voulez aller le suivre sur les médias sociaux, si vous le connaissiez pas encore, et à suivre tous ces différents projets. OK, ça demeure du conditionnel, mais déjà, là, et des rumeurs vont montrer, on en reparle à la fin de l'émission, de toutes les rumeurs concernant l'UFC 315 à Montréal, mais en tout cas, ça va dans tous les sens, mais celle-là, Lucas est bien plugué, comme on dit. Là. En tout cas, croisons les doigts que ça peut se passer. Sinon, comment ça va, toi? Je t'ai même pas demandé comment allait la vie là, depuis une semaine. Là. Tout va bien, tout roule comme il faut. Ouais, la petite neige, moi, ça me rend pas de mauvaise humeur. Puis, dernier gros entraînement de la semaine demain au Tristar. J'ai mon coach Lévy qui va être là. Je suis content parce que mon coach Lévy, il me suit depuis mes débuts. Puis, Lévy-Labrie. Lévy-Labrie, malheureusement, j'ai pas la chance de le voir comme je voudrais le voir dans mes camps d'entraînement parce que nos horaires ne concordent pas. Mais demain, ça va être une belle session d'entraînement. Là. OK, t'as aimé ton UFC 312? T'as regardé ça? Belle carte. Je suis surpris puis pas surpris en même temps. Tu sais, des fois, on souhaite qu'il y ait des résultats qui sont différents, mais au fond de moi, je m'attendais un petit peu à ça. On revient un petit peu là-dessus, surtout sur les deux événements principaux, là, les deux combats de championnat. D'abord, Dricus du Plessis qui a défendu sa ceinture contre Sean Strickland, championnat des poids moyens. Et puis je l'écoutais avec Pat, Val et Jean-Paul sur TVA Sport et à la télé à la carte. Puis Pat, encore une fois, tu sais, il dit pas méchamment, mais il dit, je comprends pas comment ce gars-là peut être champion. Tu sais, un style un peu échevelé, c'est pas technique, sa technique laisse à désirer, tout ça, mais il y en a des combattants. On parlait de Yuri Prohachka il y a quelques semaines au podcast aussi. Technique, tu le disais, moi, j'enseigne pas ça à mes élèves. Là. Faites pas ça, mais ça fonctionne pour lui. Un peu la même chose pour Duplessis. Là. Ouais, un combattant très brouillon qui semble pas toujours regarder où il frappe. Il penche beaucoup la tête. Mais par exemple, une évolution constante. On le voit depuis le début. C'est un Duplessis 2.0 qu'on a eu encore une fois. Là. Il est capable de vraiment nous montrer qu'à chaque combat, il évolue, il essaye des choses différentes, il nous amène une nouvelle version, contrairement à Sean Strickland qui, lui, a rien amené de nouveau. Là. T'sais, ça a été vraiment ça, je pense, qui a défini puis qui a fait la différence dans le combat. On a eu le Sean Strickland de tous les derniers combats, tandis qu'on a eu un Duplessis qui a apporté du changement un petit peu. J'ai beaucoup aimé Duplessis, il variait bien ses attaques. Ses coups de pied, déjà, dès le premier round, il les a mis en place, que ce soit au corps, à la tête. A travaillé très bien les coups de pied dans les jambes aussi. Et avec ses points, visait autant la tête que le milieu du corps. Alors que Sean Strickland, les pieds plats, et c'est son long jab. C'est ça, là, beaucoup moins de variété dans les attaques pour Strickland. Et son coach le dit par la suite, et ça a circulé beaucoup, une performance qui manquait vraiment d'inspiration, manque de volonté. On sentait pas qu'il voulait se salir, qu'il voulait vraiment aller rechercher le titre, parce qu'il l'a déjà eu.
Et puis là, il faut dire que quand tu te fais te casser le nez à 6 places au 4e round, ça n'a pas aidé non plus. Ça n'a pas aidé non plus. Par contre, on connaît Sean Strickland comme étant un guerrier, quelqu'un qui nous mentionne que c'est un homme, c'est un vrai, c'est un mâle qui va toujours à 100% autant sparring à l'entraînement que dans les combats, c'est vrai. Toujours prêt à aller à la guerre, puis c'est pas ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on a eu, t'sais. Donc vraiment, c'est sûr que pour un combat de championnat, s'attendre, puis le premier combat avait été vraiment serré, ça avait été controversé, on pensait peut-être que Strickland avait gagné, tandis qu'à ce combat-ci, clairement, Duplessis a montré sa domination, sa dominance, donc vraiment, écoutez, Sean Strickland va devoir se poser des questions un petit peu parce que là, vient de perdre son 2e combat de championnat. Je sais pas ça va être quoi la suite pour lui. Là. Ouais, puis c'est la prochaine chance, s'il y en a une, c'est quand. Puis là, il a déjà dit, là, il s'est un peu trouvé des excuses. Il a aussi dit qu'il y avait des blessures dans le camp d'entraînement, tout ça, que son camp serait très bien été. Et puis son coach, Eric Nixick, qui a dit qui était vraiment déçu là, de ce qu'il a amené autant dans le camp que durant le combat. Et puis là, par la suite, Strickland a dit regardez, ce sera plus mon coach. Je change pas de gym, mais il y a d'autres coachs à ce gym-là. Puis Eric Nixick, il sera plus dans mon coin parce que ça. Quelle ambiance ça va amener dans le gym. Dans le coin, durant le combat, tu voyais vraiment que les deux, ça la connexion n'était pas là, hein? Ah non, c'était particulier. Rapido, avant de passer au championnat des poids pailles, est-ce que tu donnes la prochaine chance à Khamzat Chimaev, à Nassourdine Imavov? Ou si Alex Pereira décide de redescendre à 185 ou si... Pour avoir vu Alex Pereira de mes yeux puis lui avoir serré la main, c'est un monstre à 185 livres. Donc moi, je le laisserais à 205 livres. Semble être bien dans cette catégorie-là. Duplessis, c'est pas un gros combattant chez les poids de 185 livres, honnêtement. Je l'ai vu, c'est pas un gros combattant. J'aimerais voir Imavov contre Duplessis. Ouais, Imavov, contre Duplessis, ouais. Excellent, parce que, Chimaev, invaincu, on sait que c'est quand même une grosse vedette. Ce serait peut-être plus vendeur Chimaev, ouais. Mais Imavov l'a pas volé non plus avec ce qu'il a fait. Non, exactement. Il y a 2 semaines. OK, Zhang Weili contre Tatiana Suarez. Wow. Duplessis, ça a été convaincant, sa victoire. Même chose pour Zhang Weili. Un premier round où elle s'est fait dominer, contrôler au sol, mais tu vois qu'elle n'a pas paniqué. Puis il y a des ajustements qu'elle a été capable de faire. Les rounds 2 à 5, ça a été à sens unique pour la championne qui a défendu son titre encore. Quelle combattante impressionnante, hein, Zhang Weili. Quelle résilience de savoir que tu es la championne, que tu te fais complètement dominer au premier round, puis d'être capable de continuer à garder espoir, garder le focus, puis de te dire qu'il me reste 4 rounds encore pour aller gagner ça. Statistiquement parlant, j'ai sorti des petites statistiques là. Au niveau des coups significatifs, 30% des coups de Zhang ont touché la cible contre seulement 7% du côté de Suarez. 5 amenés au sol contre 1 du côté de Suarez. C'est immense. C'est peut-être une en 20. Là, j'ai pas les statistiques, beaucoup de tentatives. Mais elle en a fait énormément. C'est ça son jeu. Puis Zhang les a toutes défendues. Là. Exactement. Puis ce qui est le plus impressionnant là-dedans, c'est que Suarez... Sa force, c'est le jiu-jitsu brésilien, plus la lutte, mais au niveau du contrôle au sol, mais 72% du contrôle au sol a été dominé par la championne Zhang. Donc vraiment, là, Suarez était déstabilisé, avait rien qui pouvait faire balancer le combat. Elle s'est fait battre à son propre jeu, c'est ça qui est impressionnant. Tu te dis, ça va être un choc de style, Zhang, est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour lutter ou aller au sol contre Tatiana Suarez, puis après le premier round, tu te dis, OK, Suarez a vraiment l'avantage dans cette facette-là. Oubliez ça, Zhang a fait comme, non, OK, c'est un erreur de parcours. Là. Puis, tu sais, elle a poussé l'audace jusqu'à elle-même réussir des projections et tout ça. C'est ce qui fait d'une personne une championne ou un champion, c'est d'être capable de retourner la situation en ta faveur. Puis, tu sais, on pensait tous que Zhang allait avoir l'avantage au niveau du combat debout avec sa vitesse et combinaison, mais clairement a démontré qu'au niveau du combat au sol, pouvait rivaliser. Là. Ben, c'est ça, c'était le cas. Clairement, debout, elle était dans une classe à part, mais Tatiana Suarez, on s'en doutait. Le combat debout, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Puis on a vu une immense disparité entre ces deux combattantes-là debout. Et au sol, ben, c'est ça. La Chinoise a aussi eu l'avantage. La coupure à la jambe, près du genou, là, vraiment une malchance. Là. Honnêtement, c'est comme pas clair encore comment elle s'est coupée, mais c'était assez... on a vu les points de suture. Là. Elle a eu besoin de points de suture. C'était assez profond aussi comme coupure. Tatiana Suarez, penses-tu que ça l'a dérangé ou durant le combat... Tu veux dire, t'es un peu ailleurs, puis tu... C'est sûr qu'elle a dû sentir que ça l'a coupé, elle a dû sentir que ça l'a dérangé un peu. Est-ce que ça l'a affecté ses performances? Je pense pas. Ils ont tellement lutté, ils ont tellement, tu sais...
c'est pas comme si c'était un combat de kickboxing vraiment où est-ce que les déplacements étaient importants et donc il y a tellement eu d'échanges au niveau de la lutte puis du jiu-jitsu brésilien je suis pas convaincu que c'est la raison pour laquelle elle s'est fait dominer là. OK, et la suite pour la championne Zhang Weili, je pense que c'était une 3e défense de titre pour elle, de son 2e règne, là, faut-il le rappeler. Et là, je vais trouver aussi les classements chez les poids pailles féminins. J'aimerais voir du changement un petit peu. Hein? On sait que Rose est pas loin, mais j'aimerais voir un petit peu de changement dans cette catégorie-là. On le sait que Zhang est très dominante. Ben là, c'est parce qu'elle a pas mal fait le ménage, en fait. Exactement. C'est ça, elle a déjà battu les Moches, elle a déjà battu Jessica Andrade. Je vous fais le décompte. Là. Yan Xiaonan, l'autre chinoise, est classée numéro 1. Tatiana Suarez a descendu d'une place, elle est 2e. Elle a battu les deux. En 3e place, c'est Virna Jandiroba, qui, elle, va se battre dans quelques semaines contre Yan Xiaonan, qui pourrait être un combat éliminatoire. Est-ce que Jandiroba, si elle sort victorieuse, clairement mériterait peut-être une chance au titre? Parce que sinon, après ça, Jessica Andrade, Amanda Lemos, elle les a déjà battus, Wiley aussi. Là. Donc, c'est ça. Il reste dans le top 5, là, il reste Jandiroba. Mais là, de plus en plus, on parle de peut-être un super combat contre Valentina Shevchenko à 125 Est-ce qu'ils se sont déjà affrontés, ces deux-là? Non, parce qu'ils sont pas dans la même catégorie. Exactement. Exact. Et Rose, tu l'as mentionné, Rose Namajunas, c'est la seule... Moi, j'aimerais ça avoir une trilogie là, rendue là contre Zhang Weili. Rose a battu 2 fois Zhang Weili à 115, mais là, elle a fait le saut à 125. Donc, si Zhang Weili monte de catégorie, clairement, ce serait pour aller chercher Valentina Shevchenko. Ouais. Un combat contre Rose Namajunas, une trilogie, ça peut toujours être intéressant. Ça pourrait toujours être dans les cartes. Bref, et là, si on donne un combat de championnat, et si on fait un super combat, Zhang Weili, Valentina Shevchenko, ça laisse sur les lignes de côté une Manon Fiorot. Oui. Qui s'en vient à grands pas, là. Ben, puis elle attend depuis longtemps sa chance pour une ceinture aussi à 125 livres. Ouais. C'est sûr que si on fait parce qu'on fait des méga combats entre deux champions, ça fait ça laisse des malheureux. C'est ça, exact. Mais honnêtement, à 115 livres, il n'y a plus beaucoup d'adversité, exactement. Donc, c'est pour ça que là, ça prendrait du changement. Shevchenko contre Zhang Weili, ça pourrait être intéressant, ça. Ah, moi, j'achète aussi. Il n'y a pas de doute là-dessus. OK, voilà pour ces deux championnats qui avaient lieu du côté de Sydney à l'UFC 312. On tourne notre regard vers l'Apex de Las Vegas. Petite carte là, dans l'intimité de l'Apex cette fin de semaine en finale. Et puis, c'est encore une fois les moyens, hein. Ça va faire 3 semaines de suite où il y a des poids moyens sont vraiment en vedette. Là. Cette division-là est en train de changer là, en ce début d'année 2025. Final, Jared Cannonier, qui est toujours classé 7e, le bon vieux Jared, contre Grégory Rodriguez, qui lui, est pas classé. Donc, clairement, l'histoire de ce combat-là, c'est Cannonier qui tente de protéger son classement et Grégory Rodriguez qui tente, avec une victoire, automatiquement dans le top 10 des moyens. Oui, Cannonier, là, qui est un vétéran de l'UFC qui a fait 3 catégories de poids différentes, qui était chez les poids lourds, qui a descendu, rendu chez les 185 livres. Cette catégorie-là, elle est immense. Moi, Grégory Rodriguez, je l'ai vu au Kill Cliff, je me suis entraîné avec lui. C'est un monstre. C'est un monstre physiquement parlant. Il est très imposant. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler ce combat-là parce que Jared a perdu ses 2 derniers combats tandis que Rodriguez, lui, est sur 3 victoires consécutives. Donc, moralement parlant, les deux sont pas à la même étape. Ça reste un combat très, très, très intriguant parce que c'est 2 gars qui cognent extrêmement dur. Là. Ouais, exact. Et c'est un peu jamais 203 là, pour Jared Cannonier parce que à ses 2 derniers combats, il a perdu, tu l'as dit, c'était contre des jeunes loups là, qui est en ascension. Ouais. Imavov, on en a parlé tantôt, et Caio Borralho, le Brésilien. Les deux ont utilisé des victoires contre Cannonier pour se propulser là, dans les classements et Rodriguez veut exactement faire la même chose. Donc, j'ai parlé à Jared Cannonier un peu plus tôt cette semaine, Johan, et je lui ai demandé comment il se sentait. Là, et on le sent un petit peu frustré, vous allez l'entendre, là, de lui proposer un autre gars là, qui tente de se faire un nom sur le dos du vétéran. Without elaborating on it too much, whenever you lose, there's always disappointment. And I've lost my last 2 fights, as you said, against these up-and-comers. But as we saw in one of these up-and-comers last fight, that this guy is, I guess, legit. You know what I mean? Mm-hmm. So it is what it is. It happens. Somebody's got to lose. Unfortunately, it was me. And just try to learn as much as I can from those fights, try to get better, and on to the next, as always.
Voilà, il fait référence à Imavov là, qui dit bon, oui, j'ai perdu contre lui, mais là, on a vu ce qu'il a fait à Adesanya, donc peut-être que ça apaise un petit peu la déception. En plus, que c'était controversé, là, sa défaite contre Imavov, un arrêt très prématuré de l'arbitre. Mais tu vois, là, presque 41 ans, Jared Cannonier, il dit on m'utilise un petit peu. Puis j'ai pas de contrôle là-dessus, j'ai perdu, j'ai pas trop d'arguments de vente pour dire à l'UFC non, donnez-moi des gros combats du top 3, tu sais. Mais le fait de le mettre contre un gars qui est même pas classé, on le sent un petit peu amer. Hein? Puis il a raison d'être frustré parce qu'avant ces 2 défaites, il avait gagné notamment contre Marlon Vettori et Sean Strickland. C'est quand même 2 gros noms. Là. Puis avant ça, il avait perdu contre Adesanya, mais dans une décision de 5 rounds. Combat de championnat. Combat de championnat, très intéressant. Avant ça, il a gagné contre Derek Brunson, Gastelum, Hermansson, Silva. C'est tous des gros noms, ça. Donc, sa place, il la mérite. Donc, il mérite d'être classé. C'est sûr que là, de toujours avoir à te battre contre des gars qui sont pas classés, c'est certain que ça doit être insultant pour lui. Là. C'est ça, exact. Surtout que Rodriguez, tu l'as dit, il est dangereux. C'est 13 victoires avant la limite, en 16 victoires, 9 KO, 4 soumissions là-dedans. Donc, c'est un gars qui est assez complet aussi. Puis tu l'as dit, très imposant physiquement. Il l'utilise bien dans ses combats. Il fonce toujours. Il veut vraiment étouffer ses adversaires. Toutefois, vas-y. La seule chose, c'est son gaz, son énergie. Je m'en allais là. Il a jamais... Toi, tu l'as vu à l'entraînement? Je l'ai vu à l'entraînement. Un point d'interrogation, OK. Oui, puis dans ses combats, on le voit clairement. Son non-verbal parle extrêmement. Donc, parle énormément. Là. Il est fatigué, il va descendre ses mains. Il a subi le knock-out il y a pas si longtemps de ça aussi. Donc, j'ai hâte de voir parce que là, ça va être un combat de 5 rounds. Donc... Ben, c'est ça. Il en a jamais fait, des combats de 5 rounds. Exactement. Ça va être sa 8e finale à l'UFC, Jared Cannonier. Il a déjà... C'est 4 de ses 5 derniers combats ont fait les 25 minutes. Donc, lui, il est habitué. Et je lui ai demandé si, justement, ça pouvait pas être une clé, là, peut-être, dans ce combat, de tester la condition physique de Grégory Rodriguez. I wouldn't say be patient and see what kind of gas tank he has. I think I would put pressure on him to see what type of gas tank he has. And that's my style. When I go in there, I think the last... Anyway, I think my last fights I've been playing around on the back foot too much. I want to go forward, and it's going to be a great challenge against this guy because he goes forward in his fights. Donc voilà, Cannonier qui explique que dans le fond, il veut pas nécessairement être patient, laisser passer la tempête, se rendre au round 3, 4, 5, mais plutôt mettre la pression sur Rodriguez pour justement que lui soit épuisé plus rapidement. Il dit, j'étais un peu trop passif dans mes derniers combats, je veux retourner à mes bonnes vieilles habitudes de mettre de la pression, donc ça va être intéressant parce que c'est peut-être 2 gars qui vont vouloir s'imposer dans le combat. Là. Puis selon les sources que j'ai au Kill Cliff, parce que je me suis entraîné là quelques fois, j'ai des contacts qui sont là, puis Rodriguez semble être dans une bonne forme et est très méchant à l'entraînement. Donc vraiment, ne s'en laisse pas imposer, frappe pour faire mal à l'entraînement. Donc clairement, sent que c'est un combat qui est important pour lui, veut faire sa marque. Là. Est-ce que ta source s'appelle Marc-André Barrios? C'est pas Marc-André Barrios, mais c'est ça, exactement. Marc-André est là-bas au Kill Cliff. On salue Marc-André Barrios. On salue, j'imagine. Puis j'imagine qu'il met les gants des fois contre Rodriguez. Certainement, parce qu'ils sont dans la même catégorie de poids en plus. Je veux parler de et avec toi en plus, un autre gars que tu connais bien, que tu as appris à connaître dans les dernières semaines, parce que Calvin Kattar est de retour après 1 an d'absence, affronte Youssef Zalal, va tenter de faire dérailler le train Zalal. Ouais. Le vétéran Kattar, c'est une séquence de 3 défaites. Zalal, depuis qu'il est de retour à l'UFC, 3 soumissions rapides. Sur toute une lancée. Donc, 2 gars dans des positions différentes. Même chose, le Zalal veut un peu utiliser Kattar pour se faire un nom. Là. Oui, c'est certain. Puis, on le sait, Zalal, comme tu l'as mentionné, est sorti de l'UFC, a déjà fait une décision contre Ilia Topuria. Donc, il n'est pas à prendre à la légère. Là, de retour à l'UFC, sur une belle lancée, a gagné ses 3 derniers combats, comme tu l'as mentionné, par soumission. A jamais été mis hors de combat. Donc, n'a jamais subi la défaite par soumission ou par KO. Les fois qu'il a perdu, les 5 combats qu'il a perdus, c'est par décision. Donc, c'est un combattant qui est durable. C'est un combattant qui va être dur à mettre hors de combat. Par contre, Calvin Kattar, oui, il a perdu ses 3 derniers, mais regardez les adversaires. Aljamain Sterling, une blessure contre Arnold Allen et une split decision contre Josh Emmett. C'est pas des combattants à prendre à la légère, là. C'est dans les meilleurs combattants. Donc, c'est sûr qu'il va vouloir revenir sur le chemin de la victoire. Par contre, il n'a pas à rougir de ses performances qu'il a eues. Exact. Et
Et d'ailleurs, on peut l'écouter, Calvin Kattar. Il a l'impression que les gens le considèrent comme négligé contre Youssef Zalal. There's no easy fights in the UFC. You know, this is another good test. 4-0. Anytime you go 4-0 in the UFC, you're doing something right, and so he's deserving of a higher test. And looking to crack into that top 15. And I don't know. As far as I'm concerned, it's been a while since I got my hand raised, and people kind of overlooking me a little bit for this one, and I don't know, that it's just not his time, and that top 15, man, is just another level, and I just got to do what I got to do to go get my hand raised this Saturday. Donc voilà, Calvin Kattar, un des meilleurs boxeurs là, de la division des 145 livres, qui dit faut prouver aux jeunes là, que il y a un niveau, là. Il est peut-être pas encore au niveau du top 15. Lui, Kattar, est dans le top 15 depuis vraiment longtemps. Et je dis que tu as appris à le connaître parce qu'il a fait son camp d'entraînement au gymnase Tristar. C'était comment au gym avec Calvin? C'était très inspirant de les voir aller. Écoutez, au gym Tristar en ce moment, Calvin Kattar, Rob Font, Nasrat Akparas, Arnold Allen, Ayman Zahabi. C'est tous des combattants qui s'entraînent ensemble. Il y en a d'autres, ils font venir des gens d'ailleurs. L'énergie est incroyable. Je pense qu'il ne peut pas avoir de meilleur partenaire d'entraînement que ça en ce moment. Donc, il est préparé. Il semble être en forme physique. Il fait des rounds, toujours en train de travailler après les sessions, faire du extra work. Donc, vraiment, là, j'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. Il pourrait pas être plus près que ça, là. Et puis, je lui ai demandé comment ça s'était passé pour lui là, au Tristar. Comment il avait eu son invitation là-bas. Il dit, ça fait longtemps que Ferras nous invitait. Moi, Rob Font, c'est son bon ami. Ça allait bien nos carrières. On voulait pas trop changer de gym. On voyait pas l'importance d'aller à Montréal. Mais là, des deux côtés, on a subi quelques revers. Puis on s'est dit, gars, changeons d'air. Puis on regrette pas du tout notre décision du côté de Calvin Kattar, qui a parlé, comme tu dis, là, d'une ambiance incroyable. Il dit, tu sais, les gars, on a plusieurs combattants qui ont des combats qui s'en viennent. T'en es un. On sent là, que les gars sont là pour travailler, poussent tous dans la même direction, et il n'a vraiment que de très bons mots pour Ferraz Zahabi. For us in TriStar, over there, the hype is real. Going out there, seeing the work firsthand, it was great to experience. Guy's a workhorse, man, and it all starts from the top. He runs a great gym. The culture in there is awesome. Everybody's willing to help and learn, and just they're all an open book. They just tell you, they're just being helpful, man. Whatever's going to help your game is going to help theirs. And the best thing I can say about TriStar is they're all just thinkers. They're very intelligent fighters, and it was great to be around them for this camp. Toi aussi, là, ça fait quelques années maintenant que tu es au Tristar, mais t'as joint l'équipe là, il y a pas si longtemps. Vraiment une équipe de renommée mondiale. Là. C'est une des plus belles choses que j'ai ajoutées dans ma carrière. C'est sûr qu'on dans la vie, on veut pas dire avoir su, j'aurais dû, mais clairement, depuis que je suis au Tristar, je sens que je suis à ma place, que mes performances ont augmenté. Tu sais, quand tu arrives au Tristar, tu t'en vas pas là pour parler, tu t'en vas pas là pour niaiser, tu t'en vas là pour travailler, t'entraîner. C'est des rounds qui sont tout le temps difficiles. J'ai une structure d'établie avec le Tristar qui est incroyable. Puis, quelque chose que je n'avais pas, que j'ai toujours avant d'aller au Tristar, dans mon heure de route, j'ai le stress. J'ai le stress d'aller combattre. J'ai le stress de savoir avec qui je vais faire des rounds. Je vais me faire brasser aujourd'hui. Ça va être difficile aujourd'hui. Puis ça, là, c'est un stress qui ne s'achète pas, qui ne s'enseigne pas. C'est un stress qui ressemble beaucoup à ton stress d'avant-combat. Donc, de pouvoir avoir ça dans ton camp d'entraînement, ça te prépare vraiment bien pour la guerre, là. Ouais, on a hâte de voir en fait si ce changement sera bénéfique pour Calvin Kattar qui affronte Youssef Zalal du côté de l'Apex de Las Vegas cette fin de semaine. Le temps file, on va prendre 2-3 minutes pour les actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. On a changé les choses, on a parlé un petit peu de nouvelles et de rumeurs, surtout avec Lucas en début d'émission. Donc, mais beaucoup, comme je disais tantôt, je vois passer plein de choses sur les médias sociaux sur à quoi pourrait ressembler la carte de Montréal. Je sais pas si t'en as vu aussi, là. Ouais. Bon, Cyril Gane contre Thomas Penal avec Lucas. On verra si ça va se concrétiser, mais j'ai vu Belal Mohamed contre Shavkat Rakhmonov, championnat des 170 livres. Ça serait... Et là, c'est vraiment juste des rumeurs, hein, tout le monde. Il n'y a vraiment absolument rien de confirmé. Donc,
Je fais juste vous dire qu'est-ce qu'on voit passer. Mais ça, il y aurait une certaine logique. Parce que tu viens à Montréal, on va célébrer la carrière de Georges Saint-Pierre, c'est sûr, il va être là. Et c'est la ceinture qu'il a détenue pendant tellement longtemps. Donc, il y aurait aussi un petit clin d'œil aussi en mettant les 170 livres en vedette. Oui, j'aimerais voir ce combat-là parce qu'on le sait, Belal, c'est peut-être pas le combattant le plus spectaculaire, mais il a un style qui est assez dominant. Tandis que Rakhmonov, lui, on l'aime, on le sait qu'il est spectaculaire, on le sait qu'il peut terminer ses combats. Ben, je pense à part Yann Gary, à son dernier, je pense qu'il est rendu 20-0, peut-être même plus, mais il a énormément de finish à sa fiche. Donc vraiment, ça sera un combat qui pourrait être très spectaculaire, puis qui pourrait peut-être soit mettre de l'avant Belal ou simplement se faire détrôner. Oui, exact, et couronner vraiment l'ascension de Shavkat Rakhmonov. J'ai vu Shevchenko contre Fiorot. On parle beaucoup de combattants français potentiellement avec à cause de l'aspect francophone. Donc, on verra ce qui va arriver parce qu'on a parlé de Wiley contre Shevchenko peut-être un peu plus tôt. J'ai vu Merab contre Pietarian, championnat des poids coqs, pardon. On sait que ça va arriver, ça. J'ai vu Dustin Poirier contre Paddy Pimblett. Wow! Je souhaite de voir ça. Je souhaite de voir Poirier contre Pimblett. On serait chanceux d'avoir Poirier à Montréal parce que ça serait son combat d'adieu. Il me semble pas vouloir finir sa carrière contre Pimblett. Il semble vouloir dire qu'il veut un combat un petit peu plus légendaire, un combat contre quelqu'un qui a vraiment une grosse notoriété dans l'UFC. Pimblett, on le sait qu'il est pas mauvais, mais c'est plus un showman qu'un gros combattant. Là. Et je lisais aussi que Poirier dit il y a des négociations, lui vient de la Louisiane, et il y aurait peut-être l'opportunité d'avoir un gala à la Nouvelle-Orléans plus tard durant l'été. Donc, c'est sûr que s'il y a le choix entre Montréal et la Nouvelle-Orléans pour son dernier combat, on se bat à la maison. C'est sûr qu'il va se battre à la maison. J'ai vu Sean O'Malley contre Corey Sandhagen. On en avait parlé au podcast, que ce serait un combat qu'on aimerait voir. Ouais, deux des combattants les plus spectaculaires debout. S'ils nous mettent ça à Montréal, ce serait fou. Ouais. Donc, voilà, c'est ce qui circule sur les médias sociaux. Prenez ça avec un grain de sel, mais je pense que c'est peut-être plus des souhaits que des... On envoie ça dans l'univers. Exact. Autre nouvelle concernant l'UFC à 315 à Montréal. Et ça, c'est un peu plus, je vais dire décevant, à défaut de trouver un autre terme, mais en toute transparence, j'ai écrit à Charles Jourdain hier pour lui demander s'il voulait venir au podcast. Parce que je voulais le questionner sur aïe, tu vas peut-être avoir la chance, même si la carte n'est pas encore officialisée, mais dans ma tête, c'était comme un no-brainer. Là. On met Charles Jours sur la carte de l'UFC 315 à Montréal. Et là, je voulais le questionner sur le fait d'avoir la chance finalement d'avoir un combat à la maison. Lui, ça y est pas arrivé depuis ses années à TKO et tout ça. Il n'a pas répondu à mon invitation, mais quelques heures plus tard, durant la journée, je sais pas si tu as vu, il a mis une publication sur les réseaux sociaux. Il a dit tout le monde m'écrit l'UFC 315 à Montréal. Je dois vous dire que je peux pas garantir que je vais être sur cette carte-là. Mon but premier, c'est de gravir les échelons à 135 livres, sa nouvelle catégorie. Il revient d'une victoire, d'ailleurs, à ses débuts chez les Coqs. Victoire dominante. Ouais, très, très, très belle convaincante. Victoire. Et donc, je peux pas garantir que je vais être sur la carte si, de Montréal, je dois prioriser mon ascension. Deux choses. De un, ça veut pas dire qu'on va pas lui offrir un combat qui lui permettrait de poursuivre son ascension sur la carte de Montréal. Je sais pas s'il y a une question de date. Pour lui, il veut revenir plus tôt, plus tard. On pourra avoir des détails en temps et lieu quand on pourra lui parler. Il vient d'avoir un bébé. Je pense que l'enjeu principal, c'est ça. Je pense que Charles Jourdain, en ce moment, est nouvellement papa. Je pense que Charles Jourdain a changé beaucoup sa mentalité dans les derniers temps de manière positive. Je pense qu'il va être présent pour sa blonde, pour son fils. Clairement, va vouloir faire le saut chez les 135 livres de manière intelligente et il a déjà gagné son premier combat. Peut-être attend que l'UFC lui offre quelque chose de plus intéressant. Donc, c'est sûr que Charles Jourdain, c'est un combattant spectaculaire. On le met à Montréal, on va lui donner un combattant spectaculaire. Parce que c'est le combat. Parce que du point de vue marketing, c'est le Québécois le plus populaire. Exactement, de loin. Puis, tu sais, il a fait sa marque, il est spectaculaire, il livre la marchandise. Donc là, je pense que c'est tout en sa faveur, peut-être de vouloir attendre un petit peu que l'UFC le veuille sur la carte et lui donne un nom intéressant. OK, peut-être qu'il y a une tactique aussi de négociation à ce niveau-là. Il n'ira pas affronter n'importe qui sous prétexte que c'est à Montréal. Mais bref, et là, rapidement, avant de changer de sujet, je voulais avoir ton avis. Toi, si on t'offrait la chance de te battre à Montréal sur une carte de l'UFC, qu'est-ce qui est plus important? Se battre devant les siens, peut-être pour la seule fois de ta vie, parce qu'on sait que ça ne reviendra pas souvent, ou justement prioriser la carrière et y aller, quitte
faire ce sacrifice-là de ne pas se battre à la maison si on le sait qu'il y a potentiellement des choses, de meilleures choses ailleurs. Là. Je pense que le plus important, c'est de penser à soi avant de penser aux autres, malheureusement. Chose qui est très difficile. Souvent, on va vouloir faire plaisir à nos fans, faire plaisir à notre famille, les gens qui sont autour de nous, qui veulent venir nous voir en live, en direct. Par contre, gagne ou perd, t'es tout seul avec toi-même lorsque t'as perdu, lorsque t'as gagné. Fait qu'il faut que tu penses à toi. Puis si Charles pense que la meilleure option pour lui, c'est d'attendre puis de combattre dans un autre gala, ben je pense qu'il fait les bons choix. Là. Puis Charles, pour y avoir parlé souvent dans des semaines de combat, c'est un gars qui aime ça être dans ses affaires. C'est un gars qui aime ça être... sa blonde est jamais... sa famille, à ma connaissance, n'ont jamais fait vraiment de voyage pour le voir combattre à l'UFC. Il est là avec Fabio, son coach, parfois avec son frère Louis, ouais. Leur petite équipe, ils font leurs petites affaires. C'est sûr qu'arriver à Montréal, l'UFC première fois en 10 ans, ça va être le cirque, ça va être le zoo. Exact. Si tu t'appelles Charles Jourdain. Ça ajoute aussi au stress et au... Certainement. Ça impacte ta préparation, en fait, dans les jours précédents de combat. Bref, tout ça, c'est super... c'est décevant parce que j'espère qu'on va trouver un moyen de le mettre sur la carte. Mais d'un autre côté, je peux comprendre aussi là, que Charles émette certaines réserves. Très rapido, retraite de Dominick Cruz, c'est la grosse nouvelle qui est sortie. Rapidement, Michael Dufort qui a écrit sur ses médias sociaux hier qu'il allait revenir au Québec. Je pense qu'il faut s'attendre à le voir sur Samouraï le 9 mai. Certainement. Lui ici était à PFL, s'il peut impressionner les dirigeants. Michael Dufort, de loin, un des combattants québécois les plus talentueux qu'on a. Là. On parle beaucoup de son combat au niveau du sol. Énormément amélioré son combat debout aussi. Un combattant spectaculaire qui termine ses combats. Moi, je ne serais pas surpris, peut-être même de le voir remplacer dans la minute à l'UFC. C'est un gars qui est prêt tout le temps. C'est un gars qui est tout le temps à l'entraînement. Il manque jamais d'énergie. Moi, je lui souhaite, il le mérite. Exact. Entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis un mot sur Dominick Cruz. Devait se battre à Seattle dans 2 semaines, combat de retraite. Contre Rob Font. Contre Rob Font. Le Font, on ne sait pas ce qui va arriver avec lui, mais c'est haute blessure à une épaule. On accroche nos gants. Écoute, c'est décevant, mais c'est la décision à prendre. Il y a 39, je pense. Il a tellement fait de belles choses, Dominick Cruz. Est-ce qu'on va se rappeler plus de Dominick Cruz pour ses grandes victoires, le fait qu'il a été champion 2 fois à 135 livres à l'UFC, champion à WEC, ou on va se rappeler du fait qu'il a raté des 2 ans, des 4 ans, des 3 ans. Il a raté beaucoup de belles années à cause des deux blessures majeures aux genoux, les épaules. Beaucoup de blessures. Malheureusement, ça fait partie du sport. Ça peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait, toutes les victoires qu'il a eues, mais certainement, là, on voit que le corps est hypothéqué. Il est temps d'accrocher ses gants. Là. Ah, exact. Et en tout cas, une superbe carrière, un des grands champions à 135 livres. Plusieurs disent que peut-être encore à ce jour là, le meilleur poids coq de l'histoire. Un des combattants les plus mobiles, gaucher, droitier. Son style était incroyable, ouais, en effet. Ouais. Son combat debout, là, des angles d'attaque peu orthodoxes et tout ça, donnait beaucoup de fil à retordre. Et un excellent analyste. Moi, je l'ai presque plus connu comme analyste, là, honnêtement. Là. Un gars brillant, il perçoit des choses en regardant des combats. Une encyclopédie là, des arts martiaux. Bref, bonne retraite, M. Cruz, si vous nous écoutez. Mais on vous a apprécié comme combattant et comme analyste en martiaux mixtes. Hey, merci d'avoir pris toutes ces minutes avec nous. On a encore un peu débordé. J'ai dit à Philippe, notre technicien, que j'allais faire ça vite, là, que j'allais essayer d'être concis, mais je suis pas capable. Je suis trop passionné. On aime ça, hein? On parle beaucoup, là. Merci pour ceux qui nous suivent jusqu'à la toute fin de nos épisodes. Merci, Johan, pour cet autre épisode du SOS Podcast. Merci à vous à la maison. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. On est disponible sur toutes les plateformes. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! Ciao!